L'iPhone 13 n'a plus de réseau, ça ne détecte plus la carte SIM, pas de email, pas de programme de modem. Alors, ceci est la suite de la vidéo précédente. Donc, on va effectuer un swap baseband, donc un swap partie B. Donc, on a déjà fait le diagnostic complet. Donc, la solution serait de faire le swap partie B parce que la carte mère a eu un choc violent et du coup, on ne peut plus réparer ça manuellement. Donc, on est obligé de faire ce qu'on appelle une transplantation de carte mère, donc déplacer les composants de cette carte mère vers une autre carte mère. Ok, donc là, ça c'est la carte mère originale. Dessus, il y a ce qu'on appelle la baseband CPU qui est le processeur de tout ce qui est de radiofréquence. Donc, la baseband CPU contrôle tout ce qui est réseau, donc l'email ainsi que le programme interne du modem. Et c'est lui qui contrôle tout. On va le déplacer vers une autre carte mère et on va également déplacer la puce Wi-Fi qui intègre en même temps le module Bluetooth vers une autre carte mère et copier les informations EEPROM qui sont cryptées. Donc, ce qu'on va faire, c'est un swap. Donc, plus concrètement, qu'est-ce qu'on va faire en théorie? C'est-à-dire, sur la pratique, sur le schématique, on va aller sur le board view dans notre logiciel GCID. Comme ça, c'est le board view. Donc, l'iPhone 13 Pro Max, ce sont des cartes mères en sandwich board. Ici, comme vous pouvez le constater, ça c'est la partie B, dans la partie radiofréquence. On va effectuer le swap partie B, c'est-à-dire on va dessouder cette puce-ci, la puce Qualcomm qui est la puce baseband CPU. Et on va également dessouder la puce Wi-Fi. Ces deux puces-ci, généralement, surtout la baseband, on ne le remplace pas. Mais aujourd'hui, les puces Wi-Fi, on peut déjà les remplacer. Il y a déjà une solution développée par GCID. Donc, il y a déjà la possibilité de pouvoir remplacer également les puces Wi-Fi automatiquement. Ok, mais au niveau de la baseband CPU, les gars, on ne remplace pas encore. Donc, faites très attention. C'est une puce très sensible. Que quand vous travaillez dessus, vous devez vraiment vous rassurer que vous maîtrisez, ainsi que les puces comme les EEPROM. Ok, donc là sur le schématique ici, sur le board view, ok, on va dessouder la baseband CPU et on va dessouder le Wi-Fi. Pourquoi la baseband est partie? Pourquoi on ne peut pas réparer? Parce qu'il peut arriver qu'il y a une ligne qui est coupée entre la liaison baseband CPU et le CPU en question, parce que le CPU communique avec la baseband via le protocole PCIe. Donc les gars, le PCIe qui est entre la baseband et le CPU, c'est très important de comprendre cela, parce que lors du choc, quand les cartes mères là, quand ça se renverse au sol comme ceci, il peut arriver que les pings qui gèrent l'interposeur, donc le rébillage, ça peut se déconnecter. Et vu que ça se déconnecte, il y a des pings qui gèrent la liaison entre le processeur et la baseband directement, ou bien un circuit qui a trahi avec la baseband. Ça peut être même la baseband PMU, la puce qui alimente la baseband, ça peut être même la puce qui contrôle la EEPROM, etc. Vous comprenez un peu. Donc, ce qui fait que si déjà il y a un problème au niveau du collage, ou bien si le live on se dessoude légèrement un peu, je vais dire la carte, mais si ça se dessoude légèrement un peu, automatiquement on va perdre la baseband. Et maintenant la PCIe c'est un protocole, donc c'est un protocole de communication à très haut débit. Donc vous voyez les PCIe un peu comme la fibre optique. Vous voyez ça un peu comme, en fait la fibre optique, un peu comme on parle des terabits, ok. Donc un truc, c'est un canal de communication hyper rapide. Donc, tous ces périphériques là, donc la NAN, la baseband, le Wi-Fi, ces trois composants là, ces trois circuits intégrés communiquent avec le processeur via le protocole PCIe, ce qui est différent de I2C. I2C n'est pas rapide, c'est la PCIe qui est très rapide. C'est pour ça que quand vous essayez de lire les vidéos dans votre téléphone, les vidéos lisent plus rapidement, ça ne s'arrête pas comme si la connexion burger et autres là, non. Parce que grâce au protocole PCIe, votre processeur peut atteindre des gigas d'informations par seconde, vous comprenez, comme des terras d'informations par seconde. Donc là ici, ce CPU, ce baseband CPU communique avec le master, donc avec le master, le CPU principal via PCIe. Il peut arriver qu'il y ait un problème de communication entre ces deux-ci. Il peut également arriver qu'il y a eu un problème entre la baseband PMU et celui-ci, la baseband PMU et la PMU principale. Ici, c'est la baseband, c'est la puce qui alimente la baseband en question. Et cette baseband PMU, elle, une fois qu'elle a reçu le courant, elle va redistribuer via ces bobines que vous voyez là, elle va redistribuer via les bucks, ok. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait un problème de communication entre celles-ci, comme il peut aussi arriver qu'il y ait un problème de communication entre sa EEPROM, entre elle et la EEPROM, comme il peut aussi arriver qu'il y ait un problème de communication entre la baseband CPU et la WTR, donc le transceiver que vous voyez là, encore appelé la SDR. Donc, maintenant, vu que le diagnostic manuel ou bien le diagnostic avec le multimètre, je n'ai pas pu vraiment trouver la solution. Peut-être qu'il fallait passer sur l'oscilloscope pour pouvoir chercher la ligne, parce qu'il peut arriver également que le problème vient au niveau de son clock. Donc il peut arriver que son cristal ne parvient pas à générer la fréquence pour faire fonctionner vraiment la baseband. Donc du coup, ça devient pénible. Voilà la raison pour laquelle moi, personnellement, je préfère passer par un swap.
pour gagner en temps. Ok. Donc pour le swap alors, on va de nouveau, c'est qu'on va faire, on va dessouder, on va commencer à dessouder la baseband CPU, dessouder le Wi-Fi. Ok. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais passer d'abord, je vais monter tous ces appareils, tous ces 4 merci sur mon holder pour faire le boulot plus rapidement. Voilà. Donc bientôt nous aurons les cours en ligne disponibles. Ok. Nous aurons les cours en ligne disponibles très bientôt. Donc là, on a déjà monté sur notre holder, comme vous pouvez le constater. Je vais passer au microscope. On va déjà se lancer pour faire notre swap baseband aussi rapidement. Voilà. Ici, ça c'est notre baseband CPU. On va utiliser. Quels sont les outils qu'on va utiliser? Hein? Alors, pour les outils qu'on va utiliser ce scalpel pour pouvoir couper la gomme autour de la baseband ainsi que soulever la baseband. On va utiliser le programmeur JC. Donc, ça c'est le programmeur EEPROM. Ça copie les informations de la EEPROM des séries 13 et 14. Parce que là, vous savez, on ne peut pas faire un swap CPU ou bien swap baseband sans avoir la EEPROM ou bien sans copier les informations qui sont stockées dans la EEPROM, vu que c'est une puce qu'on ne change pas. Ok. Donc, j'aurais besoin de ce programmeur EEPROM. Pour toute personne qui veut faire le swap, vous ne pouvez pas faire le swap sans avoir un certain nombre d'outils. Mais ce n'est pas obligé. Il y a des gens qui peuvent déplacer les EEPROM manuellement, mais moi, je préfère le faire de façon digitale. Donc, je copie directement, je programme. Ok, j'aurais besoin de ça. Et par la suite, j'aurais besoin également des stencils pour les CPU. Ok. Des stencils pour rébiller les EEPROM. Donc, je regarde où j'ai mis ces stencils là. Un instant. Voilà, un instant. Celui-ci là, GTX, il vient complet. Lui là, il vient avec des différents stencils. Et sur les stencils, on a la section NAND, CPU, baseband, Wi-Fi. Donc, on aura besoin de ça. Bon, maintenant, sans plus tarder, on va passer à la pratique, ok? Là, on va extraire, premièrement, on va extraire la baseband CPU. Autour de la baseband CPU se trouve toujours la gomme. Attendez. Ok, j'utilise la R1 Pro. Nous avons la gomme ici, on va pouvoir couper cette gomme là facilement, puis dessouder la puce. Regardez. Attendez, rassurez-vous que c'est bien sur votre holder, ok? Voilà. Là, c'est la baseband. Ici, le Wi-Fi. Ok. On va maintenant enlever la baseband CPU. Ok. On a dessoudé la baseband CPU. Il manque le Wi-Fi. Ok. Là maintenant, on va les nettoyer. Ok. Donc, une fois déconnecté la baseband CPU et le Wi-Fi, on va d'abord les nettoyer. Donc là, je commence par nettoyer la baseband CPU. Comme je vous ai dit, c'est une puce qui est vraiment très sensible. Ça demande un peu de précaution aussi. Donc, la précaution, c'est-à-dire, comme je viens de dessouder, il y a une façon de nettoyer. Donc, vous comprenez? Il y a une façon de nettoyer. Comme là, maintenant, je vais nettoyer ça. Voilà. Pour nettoyer, qu'est-ce que je vais faire? Je mets la tresse à dessouder dessus, comme ceci. Puis, je ne presse pas longtemps. En fait, je n'exerce pas une force sur la baseband. Parce que si vous mettez la pression sur la baseband en appuyant le fer dessus, alors ça va créer des lignes qui vont se joindre. Ça va ressortir les lignes GND, etc. Après vous aurez du mal
Vous aurez vraiment du mal après à les dissocier, à les séparer. Donc, si vous me comprenez attentivement, il n'y a que les connaisseurs qui connaissent de quoi je parle. Ok? Voilà. Ici, on va clean rapidement la baseband. On regarde un peu ici à quoi ça ressemble. Si c'est un peu sale, on gratte les bordures là. Voilà. C'est normal que parfois vous voyez certains pattes sont un peu colorés, bizarres. Hein. C'est un peu de corrosion et ça va passer. Maintenant, on passe à la puce Wi-Fi. La puce Wi-Fi Bluetooth, c'est une seule puce. Donc là, je vais passer le flux dessus. Ensuite, je vais clean. Attendez, je regarde avec ma caméra. Ok. Ok. Là, c'est la puce Bluetooth. Voilà. Wi-Fi Bluetooth. Je viens de clean. Regarde, le swap n'est pas compliqué, surtout sur les swap partie B. Il faut juste savoir mieux rébiller votre baseband. Puis, savoir également préparer la partie B. Donc, là maintenant, je vais passer au rébillage de la baseband et de la puce Wi-Fi. Donc là, je prends mon stencil. Ok. Voilà. Je prends son moule. La série 13, c'est A15. A15. Ok. Prenez toujours la peine de brosser un peu pour retirer quelques saletés qui sont cachées. Bon, je vais prendre un peu de tissu pour nettoyer. Ok. Je suis allé chercher un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire donc? On va rébiller notre baseband CPU. We need to reball our baseband CPU. Okay, let me try. Ok. Maintenant, pour rébiller la baseband CPU, éteindre 183 degrés, c'est recommandé. Ne faites jamais avec le 138 degrés vraiment. Ok. Oh, un instant. Ok. Là, c'est... J'ai mis un peu de teint. Maintenant, cette fois-ci, je passe au rébillage. Attention, la puce baseband, c'est l'une des puces qui est un peu compliquée à rébiller. C'est un peu compliqué parce que c'est une puce que les billes sont très proches. Et quand vous ne savez pas les techniques pour le faire, le stencil gonfle. Donc, vous voyez comment je mets l'air d'un côté et ça, des fois ça menace. Hein. Voilà. Comme ceci. Puis on va mettre un peu de flux comme ceci. Puis on va relancer. On va repasser une dernière fois. Oh, vous voyez comment j'ai perdu une boule de teint là. La baseband CPU, c'est l'une des puces qui est très vilaine. C'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va passer petit éteint ici pour former cette boule-ci là. Donc, regardez, ici là. Vous voyez un peu? J'ai mis comme ça. Puis, je vais chauffer. C'est ça qui est bizarre avec les baseband CPU. Souvent, ça dérange. Voilà. Cette fois, c'est sûr, ok.
Voilà. La baseband CPU, c'est l'une des puces qui est un peu souvent compliquée à rebiller. Pas compliqué en fait, c'est que les billes sont très rapprochées. Les billes sont très petites, c'est très rapproché. Donc il arrive de voir que des fois tu rebilles même 2 fois, 3 fois, parce que des fois tu as en train de faire rebillage, certaines billes gonflent, d'autres même sortent du stencil, d'autres donc il y a des petites techniques, il y a une façon pour mettre les things, ok? Donc là je viens de faire le reballing. Je vais sortir la puce en elle-même comme ceci. Ok. Donc on va chauffer pour une dernière fois comme ceci. Voilà. Voilà la baseband CPU qui est ok. Attendez, je pense qu'il y a un peu de bruit de mon côté. Je vais fermer la porte. Ok. Maintenant, autour de qui? De la puce Wi-Fi. Donc je vais sécuriser ma baseband CPU. Maintenant, il est question que je puisse cette fois-ci rebiller la puce Wi-Fi et Bluetooth. Ok. Je vais positionner. Je vais le positionner là. Ensuite, on va faire son rebillage. Voilà, vous voyez pourquoi le stencil ici est bien, non? Ça colle facilement, ça tient facilement, ça fait des choses facilement, ok? Voilà. Maintenant, étape de rebillage. Vous voyez comment il a eu des fois que ça gonfle. C'est pour ça que des fois il faut tenir comme ceci. Ok. Voilà. On va mettre un peu de flux. Les puces comme ceci, il faut un peu de technique. Sinon, à chaque fois, vous allez vous trouver avec les éteintes qui sont bizarres. Voilà. On a terminé avec la puce Wi-Fi. Donc, il manque qu'à soulever le stencil et à passer une dernière couche. En fait, un dernier coup de airflow dessus. Voilà, c'est déjà bon. Voilà, la famille, on vient de rebiller la puce Wi-Fi et Bluetooth, ok? Actuellement, on ne va pas encore toucher à la puce EEPROM. Donc la EEPROM qui est sur la partie, on ne va pas encore toucher parce qu'on va copier les informations de ces EEPROM là avec le programmeur JCID, vous comprenez? On n'a pas besoin de le dessouder. Avec ces programmeurs-ci là que vous voyez là, c'est très rapide. Donc on va juste positionner la plaquette B sur ce programmeur et automatiquement ça va copier sa EEPROM et on va l'écrire sur l'autre carte mère sur lequel on va effectuer le swap. Donc cette vidéo risque d'être un peu longue, je vais devoir couper. Ensuite dans la prochaine vidéo, je vais continuer. Donc là, pour le moment, on a fait quoi? On a fait le Wi-Fi, on a fait également la baseband qui est là, la baseband CPU qui est là. Et maintenant, bientôt nous allons faire la EEPROM et on va finaliser le swap. Donc c'est pas compliqué. Pour ceux qui n'ont pas le programmeur EEPROM, vous pouvez déplacer juste la puce EEPROM. Et une fois que vous avez déplacé les EEPROM, c'est bon, vous allumez le téléphone. S'il n'y a pas encore l'email et les programmes du modem, vous faites juste mise à jour, ok, et tout va bien se passer. Et c'est pour cela que vous aurez besoin des appareils comme les iSocket, vous comprenez? Donc vous aurez besoin des iSocket. Les iSocket sont ces modules-ci là. Donc les iSocket, c'est en fonction des modèles de téléphone. Il y a les iSocket des séries 13, les iSocket des séries 12, iSocket des séries 14, etc. Avec le iSocket, ça permet de tester la carte partie B et la partie A. Pour voir si déjà ça communique, donc si les deux sont en bon état, si on a l'email, le programme du modem, la baseband tout et autres, si on a tout ça, dès que c'est bon avant qu'on colle les deux cartes mères, mais si c'est pas encore ok, on travaille encore dessus. Donc le iSocket, ça permet de gagner en temps et ça sauve beaucoup que de coller toute une carte mère et autres. Et à partir du iSocket, vous pouvez également flasher pour voir si tout est ok. Donc là, je vais d'abord devoir arrêter cette vidéo pour pouvoir lancer la suite, pour que ça ne traîne pas assez. Ok?